Salut à toutes et à toutes, c'est LC Sport. On est là pour ce deuxième épisode qui résumera le live qui a suivi le premier où on parle ce coup-ci de MotoGP et on se résume le dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Valence et on se fait un petit retour sur l'intégralité de la saison. En tout cas, si vous appréciez, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Allez, je vous laisse avec le live. Un petit peu de MotoGP? Je sais que Chacha, ça fait 1 an que je lui en parle et que je commence à lui casser les couilles, mais mon Chacha, On a le t'en même fais pas. scénario, non? Mmh, bah, même scénario que la semaine dernière, mais de toute façon, tu le savais, Marquez n'était plus là. Mais franchement, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un beau week-end? On a eu une belle qualif avec 5 pilotes qui étaient en 1/10. Après, on n'a pas eu des grandes courses. Je peux vous dire, ceux qui ont vécu, je pense, la pire course, c'est Ducati. Ducati, ouais. Ducati enfin Bagnaia qui perd sa troisième place. Moi, j'avoue que, alors, il se posait déjà des questions sur est-ce que Bagnaia allait rester pilote chez Ducati l'année prochaine. Moi, je suis à la limite de dire que c'est une faute professionnelle la saison de Bagnaia cette année parce que honnêtement, non, mais c'est quand t'es Et oui, double oui, champion quand tu double champion du monde, que tu as un mec, que tu un coéquipier qui s'appelle, bon, certes, qui s'appelle Marc Marquez, mais tu as un coéquipier qui a qui vraisemblablement revient de la même l'enfer. moto que toi, qui Et écrase tout le Marquez qui monde, revient de l'enfer. et toi Heu, qui n'arrives même pas à aller chercher, je crois il a même pas 3 victoires cette saison, Bagnaia. je pense qu'il en a une ou 2. Il a dû avoir Motegi et il a le Texas. Ouais, voilà, c'est ça, de tête, c'était ça. Donc, c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est un mec qui est double champion du monde, qui n'arrive pas à aller chercher plus loin que ça. C'est ouais. Soyons honnêtes, sur les 5 derniers Grands Prix, en plus de toute la merde qu'il a eu avant, il a pas eu de chance. J'ai en tête, il me semble, c'est en Malaisie, où il est sur Le le moteur podium, répète. 4e, casse de la chaîne ou casse moteur, et là, il s'est fait charcuter par Zarco au au 1er tour. Mais il Il y a s'était qualifié aussi, 2e. je sais plus où c'est, je sais plus, il y a 2-3 grands prix où il est en tête du Grand Prix, il allait gagner, il y a 3 tours de la fin, il y a son moteur qui pète et qui lui qui lui lâche entre les mains. Certes, il a pas eu de chance à des moments, mais moi, il y a des fois où la chance, elle a bon dos, et je pense que si c'était mis dans de bonnes dispositions à certains moments, notamment en qualification, ça aurait été différent. Non, je suis d'accord. La deuxième partie de Pecco Bagnaia, elle est catastrophique et ce qu'il y a, c'est que j'en parle depuis des semaines et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me sont tombés dessus, je me rappelle sur TikTok justement par rapport à ça, en me disant: «Oui, mais de toute façon, c'est la Ducati 2025 qui est faite pour Marquez. Regardez Fabio Di Giannantonio, il s'en sort pas mieux». Bah, je suis désolé, Di Giannantonio, il fait 6 et Pecco Bagnaia, il fait 5. Il y a 20 points d'écart entre les 2, qui en a 200 voire limite 300 avec, Marc Marquez. Non, je suis désolé, c'est plus un argument. Il a pas de chance, oui, mais la chance, elle se provoque aussi. Quand il est effectivement deuxième, troisième et que son moteur, il claque entre ses mains, c'est pas de chance, il a 20 points qui partent. Mais le fait qu'il se qualifie une fois 20e, une fois 16e et encore ce week-end-là, il part 16e, bon, il part 16e, mais son moteur a aussi claqué pendant les qualifs. Alors qu'il était, P1 ou P2 dans la première partie de la Q1, bah, il peut pas participer à la deuxième partie de la Q1. Mais pour autant, c'est qu'il a pas fait le taf pendant les essais qualificatifs qui auraient pu l'emmener en Q2. Donc il y a toujours une raison qui fait que Pecco Bagnaia n'est pas à sa place, n'est pas en Q2, n'est pas sur le podium. Et au-delà de ça, il y a toujours, des motos, enfin, je veux dire, il peut se cacher derrière l'excuse: «Oui, la moto est plus faite pour Marquez que pour lui». C'est peut-être vrai, c'est sûrement vrai, mais pourquoi ça a été fait comme ça? Pourquoi c Moi, je trouve que pour moi, c'est ça a été fait comme ça parce que Marquez, il est arrivé, directement, il a montré avec son expérience que si tu lui mets une moto qui roule dans les mains, bah, il gagne. Et Bagnaia, le peu de fois où on lui a laissé des chances entre guillemets d'aller se faire plaisir, notamment j'ai une fois en tête où, on lui refait la moto et il fait, pole position, il gagne en sprint et derrière il s'écroule complètement à la course principale. Bah ouais, forcément derrière tu as Ducati qui voit que alors que, avec les mêmes conditions Marquez il gagne tout, ah, si à un moment donné tu laisses, et Marquez il gagne tout, pas en gagnant un petit peu, il écrase littéralement tout le monde. Enfin, je veux dire, il a enchaîné 6 ou 7 fois, d'affilée, pole position, course sprint, course principale où il laisse rien à personne avec le je crois meilleur qu'il a tour, fait et 7 week-ends d'affilée où il a tout gagné, je suis d'accord. ouais, c'est ça, donc
quand tu es comme ça, bah, malheureusement pour Pecco, bah, soit tu arrives à sortir un truc de ton chapeau pour donner des arguments à Ducati pour te dire ok, on va essayer d'aller un peu dans ton sens, soit tu restes comme il a fait, s'écrouler, se plaindre dans la presse et derrière, bah ouais, forcément, ça avance pas et ça change pas. Non, c'est sûr et en fait, moi, je ne suis pas convaincu que la moto a été faite pour Marc Marquez, dans un sens où Marc Marquez, il a été annoncé tardivement qu'il allait rejoindre Ducati et Il roulait ça déjà en Ducati. Non, mais il roulait déjà en roulait déjà Ducati l'année avec, dernière. c'est pas la Pramac, c'est la Vintia. Il roulait avec la Vintia, oui. Non, c'est pas la Vintia. Merde, bref, C'est la Gresini. Il c'est roulait avec la Gresini, Gresini, c'est peut-être. ça. Il roulait avec la Gresini, mais Gresini 2023, quand Bagnaia avait la 24 et il faisait des bonnes perfs. Mais c'est pas pour autant, à mon avis, qu'ils ont développé la 25 pour Marquez. Ça me paraît beaucoup trop risqué. Parce que oui, il performait avec la Gresini, mais t'as pas une assurance tout risque quand tu commences 2025 de te dire Marc Marquez va être performant. Donc ce serait mettre énormément d'œufs pour Marc Marquez et en tant que Ducati, pour moi, tu peux pas prendre ce risque. Tu viens d'avoir 3 derniers titres, un avec Martin, avec la Pramac et avant ça les 2 via Bagnaia où il avait fait une remontada de fou en 2022 sur Fabio. Je comprends pas le risque que prendrait Ducati à dire: «On favorise Marquez», alors que tu as Bagnaia, celui qui a fait double champion du monde et vice-champion, l'an dernier où tout s'est joué au dernier Grand Prix. Je comprendrais pas la logique qu'il y a derrière en tant que Ducati de mettre tous tes œufs dans ce panier-là. Ouais, j'avoue, je l'ai pas non plus. Maintenant, pour le côté historique, pour le côté, je pense qu'il y a Pour aussi le ce côté côté qui storytelling, pèse ouais. dans la pour le storytelling, tu as quand même un Marc Marquez qui peut aller chercher le record de Valentino Rossi. Tu as quand même un Marc Marquez qui est en passe pour moi de devenir top 2, voire voire le plus grand pilote de tous les temps MotoGP. Sachant que entre guillemets, il est encore jeune, hein, il a encore des belles années devant lui, je pense. Marc Marquez en MotoGP, Ah, on il doit sait avoir qu'il 32 ans. c'est ça. Donc il lui reste encore quand même, allez, je vais pas dire 8 ans, mais je pense qu'on Ouais, n'en il est lui pas reste loin. 4-5 ans à bousiller la concu. Il lui reste une dizaine d'années. Après, est-ce qu'il fera les 10 ans au plus haut niveau? Ça, je sais pas. Mais tu as un Marc Marquez qui peut te permettre de. Et sachant qu'on sait qu'en plus, d'après les infos qu'on a, qu'il est pas trop mal. Enfin, la Ducati est en avance par rapport à la prochaine réglementation de l'année prochaine. Donc, moi, j'avoue que je pense que Ducati a été. Après, en plus, on a entendu par la presse que chez Ducati, il y avait deux clans au début de l'année. Il y avait le clan qui était du coup pro Marc Marquez et le clan qui était pro Pecco Bagnaia. Ouais, Aujourd'hui, bizarrement, on n'entend plus parler de clan, hein, mais tout le monde est derrière Marquez et tout le monde s'est rangé, hein. parce que là, il faut Pourquoi? Parce qu'il a fait l'unanimité. bah, parce qu'il a bousillé tout le monde et il faut dire un élément qui est quand même incroyable, c'est Marc Marquez n'a pas participé aux 5 derniers grands prix, parce qu'à cause d'une blessure et pour autant, il a encore 78 points, donc 3 courses principales d'avance sur le deuxième et 200 points sur le troisième Bezzecchi. Non, c'est trop. Par contre, il Est-ce que ouais. maintenant la question c'est qui aller chercher un deuxième pilote? Est-ce que tu réunis les frères Marquez sous une seule et même bannière? Moi, je Sachant que pense qu'il l'année faut prochaine, garder encore un an Bagnaia et qu'en 2027, tu mets Fermin Aldeguer. oui. Bah, Ouais. sachant, en fait, moi je sais pas parce que on sait que du coup l'année prochaine, tu as Alex Marquez qui récupère une Ducati qui sera à jour avec les vraies Ouais. mises à jour. Et tu as Firminal de Guerre qui en aura une aussi, je crois, de tête. Ouais, je pense que Grésini prendra les Ducati à jour aussi, ouais. Maintenant, est-ce que t'as des agents, pas libres, mais en conflit à aller chercher? Est-ce qu'un Fabio Quartararo, j'ouvre la porte volontairement, est-ce qu'un Fabio Quartararo aux côtés de Marc Marquez, ça pourrait être intéressant? Sachant que même s'il a une moto compliquée, de ce qu'on entend quand même, Fabio est top 3, top 4 des pilotes en termes de niveau de pilotage de la grille. Ouais, il est top 3, ouais. J'ai du mal à trouver, 3 pilotes qui soient au-dessus de Fabio, en termes de niveau pur, hein. Quand tu vois ce qu'il arrive à faire avec cette daube de Yamaha, il y a pas trop de doute sur le niveau de Fabio. Non, non, mais faut être honnête, quoi. Quand tu vois Ah oui. Alex Rins, il a fait un bon Grand Prix il y a 3 week-ends, mais sinon il est nulle part. Jack Miller, il fait quelques petites positions, mais quelques petites positions, c'est entre la 8e et la 12e.
T'as un Fabio qui marque 200 points, qui dans le compte, doit aussi gagner à Silverstone. Parce que son correcteur d'assiette pète alors qu'il est en tête et qu'il a 4 secondes d'avance sur Bezzecchi, sinon il aurait eu la victoire. Il doit gagner à Silverstone, il fait un Grand Prix de France exceptionnel avant de Avant de chuter tomber. malheureusement. Ouais. Il était quand même sur une grosse. En tout cas, il a fait une première partie de saison exceptionnelle où il a enchaîné les pole positions et de ça. Après, ça a été plus compliqué parce que bah, la Yamaha a vraiment du retard et la Yamaha est vraiment à des années-lumière des autres machines. Maintenant, j'avoue que j'attends de voir l'année prochaine ce que la Yamaha V4 peut donner. On nous la vend comme étant la grande Mais ça va révolution. pas marcher. Enfin, attends, excuse-moi, mais qu'est-ce qui va nous fait dire que le V4 de la Yamaha, qui est la première version d'un point de vue architecture moteur, qu'est-ce qui nous fait dire que le Yamaha V4 sera meilleur que le KTM, le Honda, le Ducati, qui existent depuis 10 ans? Comment, comment tu peux nous faire croire que le changement d'architecture va corriger tous les problèmes? Non, il y a un bon châssis, je pense, et on sait que le moteur est un énorme problème. Il y a un bon châssis parce que sur certains grands prix, Fabio arrive à faire des choses et a pris des podiums, a fait 5 pôles. C'est autant que sa meilleure saison en 2021 de mémoire. Donc il y a une bonne base et on sait que le moteur va changer. Mais nous dis pas que le V4 il va corriger tous les problèmes l'an prochain. C'est pas possible. Je suis d'accord. Donc, je suis d'accord avec toi. Est-ce que, un Fabio ne devrait pas aller rejoindre les rouges? Moi, c'est mon rêve. Mais quel est l'intérêt de Ducati de ramener un Fabio? À préparer la suite, pourquoi pas? Mais franchement, moi, je trouve qu'un Fermin Aldeguer, il a montré quand même de belles choses. Il faut voir sur l'année prochaine. Faut pas oublier que c'est un rookie, mais ça peut être peut-être une bonne pépite ou prendre un Pedro Acosta. En fait, le problème d'un Fabio Quartararo, le potentiel problème, c'est qu'il commence à être plus vieux que les prodiges. Un Fermin Aldeguer, on peut le mettre dans cette catégorie. Un Pedro Acosta aussi. Ils ont 20-21 ans. Que doit privilégier Ducati? Un pilote expérimenté ou un prodige? C'est là où je suis pas dans les discussions. Et là où moi, j'avoue que j'attends de voir un peu ce qui va se passer. L'intersaison va permettre déjà à tous les pilotes de se reposer, parce que ça a été une saison quand même très longue avec beaucoup de déplacements. Donc, j'attends de voir ce qui va se passer pendant cette trêve, hein. J'espère qu'il va se passer des choses en tout cas. Mais s'il y a un déclassement de Pecco Bagnaia et qu'il se retrouve dans une équipe Ducati satellite, je pense que ça peut soit ça va le rebooster, mais au vu de la saison qui s'est écoulée, je sais pas s'il aura les ressources mentales pour s'en sortir. Déjà, pour moi, le fait qu'ils finissent déjà derrière Alex Marquez, qui est sur une Grésini de l'année dernière, je trouvais ça terrifiant. Le fait qu'ils finissent même plus sur le podium aujourd'hui, moi, Il a pas pu j'abuse sur peut-être, hein. le 5e. Et pour moi, on est sur une faute professionnelle. Pour moi, t'as la meilleure t'as la meilleure moto de tout le plateau et de loin. Je vois pas un monde où tu restes comme ça. Non, je suis d'accord. Et je trouve qu'il faut aussi souligner par contre les perfs de ceux qui sont passés devant Pecco Bagnaia. J'en Ouais, parle ça, depuis c'est plusieurs semaines, mais Bezzecchi, pour moi, c'est l'homme de la deuxième partie de saison parce qu'il a pris sûr. trois wins avec l'Aprilia. Il y a eu un niveau de fou. Et Pedro Acosta qui a fait 10, 11, 12 podiums sur les derniers week-ends. Il est d'une régularité folle aussi. Même Firmin Aldeguer, hein, il fait une fin de saison, il prend 2 wins sur cette fin de saison exceptionnelle, hein, Firmin Aldeguer, c'est pas à minimiser, hein. Non, non, carrément. C'est pour ça que moi, à mon sens, Ducati devrait miser sur Aldeguer. Mais franchement, il y en a aussi qui ont bien relevé la tête. Un Raúl Fernandez, franchement, c'est sa troisième ou quatrième saison en MotoGP. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas fait grand-chose. Il y a 3 week-ends, il remporte une win avec une Aprilia Trackhouse. C'est génial. Donc non, l'Aprilia qui était bien solide quand même. Je trouve qu'il fallait le noter. On verra ce que 2026 nous réservera, mais quand on voit que même ce week-end, enfin en tout cas aujourd'hui sur la course principale, on a Bezzecchi qui fait 1 et Raúl Fernandez qui fait 2. Aprilia, ils ont bien su relever la tête aussi après un début de saison compliqué où ils n'ont pas pu compter sur Martin. C'est ça. Pareil, le cas Jorge Martin, moi j'attends de voir ce qui va se passer avec Aprilia parce qu'on sait que c'est compliqué. Maintenant, et comment la situation va évoluer entre ces deux parties-là?
Bah, écoute, de toute façon, je pense qu'il y a une confiance qui a été rompue en plein milieu de saison quand Martin a essayé de faire un petit peu le jeu, en mode: «Je peux casser mon contrat, je vais un petit peu voir où est-ce que je peux rebondir». Donc je pense qu'Aprilia n'a plus confiance en lui. Heu, on va voir ce que 2026 va réserver. Si au final il est champion du monde, ils ont tout intérêt à le conserver. Mais Après, il est sinon même en étant revenu de sa blessure, il n'est jamais revenu à un niveau qui lui a permis d'aller jouer. Alors non, que justement, tu as un Marco Bezzecchi qui a, également la même Aprilia, qui lui a réussi à montrer des choses exceptionnelles cette fin de saison. plus que ça, c'est lui qui a porté l'équipe sur toute la saison parce que Martin a loupé 16 week-ends de mémoire. C'est ça. Donc Donc aujourd'hui, est-ce que tu es Aprilia? Est-ce que tu as un intérêt à conserver, Jorge Martin, qui est certes exceptionnel, ça y a pas à dire, mais qui est tellement incertain dans son pilotage et dans sa forme physique aujourd'hui que, moi je me pose des questions. un petit Fabio Quartararo, ça peut être intéressant là. Tu vois? Là, en fait, je trouve que le mariage ferait un petit peu plus de sens avec Fabio, avec Aprilia, dans le sens où, Ducati pour l'instant n'a pas besoin de remplacer sa tête d'affiche, qu'une Aprilia a besoin de ce type de challenge pour pouvoir avancer. Un Jorge Martin était là justement avec Bezzecchi pour avoir un duo très fort. Bah, avoir un Fabio Quartararo et un Marco Bezzecchi en tête d'affiche d'une Aprilia performante, ah putain ça me ferait kiffer ça. C'est sûr, ça serait exceptionnel. Ce serait Et après exceptionnel. Mais je vois que vous parlez de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous retenez finalement de cette saison, le moment marquant? Bon, peut-être waouh, que vous avez Marc pas le droit de Marquez! dire Zarco en France, qui gagne. Comeback de Marquez, hein, je pense que là-dessus, on est Ouais, tous à peu près unanimes, hein, C'est le vrai que comeback de la Marquez. victoire de Johan, c'est une bulle. Faut le voir c'est ce que vraiment je comme retiens moi. une bulle spatio-temporelle où tu sais pas ce qui s'est passé. C'est un très bon choix et grâce à ce très bon choix, tu as un Johan Zarco qui arrive à mettre 20 secondes à Marc Marquez sous la pluie au Grand Prix de France. C'est un moment à part. Mais faut être honnête, hein, Marc Marquez qui revient à son prime, qui enchaîne 7 victoires 7 week-ends où il bousille tout le monde d'affilée. En comptant les 14 victoires qu'il a eues et en comptant les 545 points qu'il a en ne participant pas aux 5 ou 6 derniers week-ends, c'est trop violent pour que ce soit pas le fait marquant de la saison. Je parlais peut-être de moments que, toute la saison peut-être. C'est peut-être plus ça le sens de ma question. Ah, en vrai, moi, un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est, Grand Prix de France, Johan Zarco sous la pluie Ouais. qui sur un pari fou réussit à aller chercher la victoire chez lui en France. On sait qu'il est dans une phase hyper compliquée avec Honda, mais moi j'avoue que c'est elle est limite mis les larmes aux yeux cette victoire, hein. Zarco, il revient de tellement loin que c'est le voir performer, le voir revenir, de si loin, c'était exceptionnel. Et puis quand on sait qu'en 2023 en 2023 quand il gagne en Australie ou 2024 pardon, quand il gagne en Australie, il a pas eu le droit à sa Marseillaise. Là, ça s'est rattrapé avec les 300 000 personnes qu'il y avait, autour du Mans pour, chanter la Marseillaise avec lui, c'était trop beau. C'est exceptionnel. Pourtant c'est une course tragique avec la chute de Fabio, dès le début. Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai failli zapper. Quand j'ai vu que Fabio était tombé alors qu'il était en lice pour être premier, j'ai failli zapper et quand tu vois, dans le déroulé, le moment où tu te rends compte que le premier pilote en pneus slick, c'est Jack Miller. Ah non, Miller est tombé, c'est Johann Zarco maintenant. Ouais, franchement, la sensation, elle est folle et c'est surtout le côté où putain, mais il marchait sur l'eau. Johan, c'était Jésus à ce moment-là. Il est passé de dominer Marquez de 8 secondes à dominer Marquez à 20 secondes. Il lui a mis 1 seconde par tour. Après, je pense qu'il y a eu aussi un côté très pour allez, on va dire, encadrer un peu cet exploit. Je pense que de l'autre côté, tu as un Marc Marquez qui sait comment gagner un championnat du monde et il savait que s'il avait voulu, il aurait pu aller chercher Zarco, mais ça aurait été prendre des risques inutiles et du coup, il a préféré jouer la carte entre guillemets de la sécurité en conservant cette deuxième place parce qu'en plus derrière ses principaux concurrents qui étaient à l'époque Bagnaia et Alex Marquez étaient tombés, donc qui ont préféré rester et conserver, la deuxième place qui lui allait plutôt pas mal. Je l'entends tout à fait. Pour autant, il met 20 secondes à Marquez, mais ça implique aussi que personne n'a réussi à doubler Marc Marquez, tu vois, pour combler ce gap. Donc Mais c'est ça, vrai, c'est sûr. Zarco était au-dessus de tout le monde. Et l'exemple pour moi le plus parlant, c'est effectivement que ce soit Marquez. Mais effectivement, dans la gestion de la saison,
ça faisait beaucoup plus de sang. On était bien content que Marc Marquez laisse la victoire à Zarco aussi, on va pas se mentir. Faut qu'il en laisse un peu, hein, quand même. Ouais, c'est ça, qui croque pas tout. C'est ça. Mais je pense qu'effectivement, en tant que Français, bah voilà, il y a pas de Oui, plus il y a belle ça chose. qui Ça nous faisait 71 ans en plus qu'il y avait pas de pilote français qui avait gagné en MotoGP, le Grand Prix de France. Ça peut pas être autre chose cette saison. Si tu on va dire, si tu japonais, ça va peut-être, je sais pas, être une belle position d'Ayogura avec son Aprilia Trackhouse, un truc comme ça, mais en tant que Français, on est obligé de dire la victoire de Zarco en France. C'est ça. et c'est bien normal. Ah putain, bon, on en a déjà pas mal parlé de Bagnaia. Ce Je qui est pense qu'il y juste a eu assez drôle, d'acharnement sur lui, le straight shot arrêtez. de gauche, il est quand même incroyable. À chaque fois que Bezzecchi gagne, tu Bagnaia qui fait DNF. Quand même, ce truc, il est juste magique. Mais du coup, Bezzecchi peut dire merci à Zarco parce que sans Zarco, je sais pas si Bagnaia ne serait pas tombé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça soutient énormément CTLC Sport avec Variété Sport.